plaisir d'intervenir devant vous cet après-midi. Donc Marc-André ce matin vous a parlé du caractère indissociable qui existait entre les micro-organismes et les plantes. Moi je vais vous parler d'un autre type de relation, les relations entre les plantes et les pollinisateurs. Alors, qui sont des relations tout aussi importantes. Alors juste un chiffre évocateur. Alors on estime qu'il y a de l'ordre de 85% des plantes à fleurs qui ont une pollinisation dépendant ou alors faisant intervenir de manière facultative des animaux. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est pas du tout quelque chose de neutre. 85% des angiospermes à peu près. Alors je vais commencer cette conférence par vous montrer une petite séquence qui illustre justement une de ces relations entre plantes et pollinisateurs. Alors le couple que je vais vous présenter maintenant, c'est un couple extrêmement célèbre. Je vais vous présenter une interaction entre l'étoile de Madagascar, donc une orchidée, et puis un papillon, Sphinx, qui porte le doux nom de Xanthopan morgani. Alors la séquence que je vais vous montrer, c'est une interaction entre les deux protagonistes, et elle a été filmée pour la première fois en 2004, donc de manière très récente. Alors techniquement, c'était une petite prouesse, parce que c'est une relation qui a lieu la nuit, une relation qui a été assez rarement observée. Donc autant vous dire que ça n'a pas été quelque chose de facile, et que cette vidéo, déjà en elle-même, tient de l'exploit. Alors je vais vous montrer cette petite séquence. Alors voilà, donc à gauche, vous avez l'étoile de Madagascar, cette orchidée. Alors ça se voit peut-être pas formidablement bien sur ce petit film, mais elle dispose d'un très long éperon à nectar. Et les sphinx, eux, disposent d'une très longue trompe, comme ce que vous pouvez constater en ce moment, de plus de 20 cm. Au repos, elle est enroulée plus de 20 fois sur elle-même, donc pour vous dire si c'est quelque chose de grand. Et donc ce papillon est capable de prélever du nectar à l'intérieur de l'éperon justement de cette orchidée, l'éperon étant présent ici. Et en enfonçant sa trompe à l'intérieur de cet éperon, la tête de l'animal est susceptible donc de heurter les parties pollinisateurs. Voilà. Donc cet insecte enfonce sa trompe à l'intérieur de l'éperon à nectar et il est susceptible donc d'heurter les parties mâles, l'étamine de cette fleur, et ce ne sera pas le cas sur cette vidéo, mais le pollen de l'orchidée peut se coller sur la tête de l'insecte sous forme de ce qu'on appelle des pollinies, quelque chose qui est bien connu chez les orchidées. Donc, quand on regarde évidemment cette séquence, si vous êtes comme moi, je trouve ça assez merveilleux, assez extraordinaire, cette relation extrêmement spécialisée entre ces deux organismes-là. Mais passé l'émerveillement, il y a d'autres questions qui pointent assez vite leur nez, à savoir comment est-ce qu'on peut intégrer cette relation là qu'on est en train d'observer entre une plante et un pollinisateur, une relation extrêmement spécialisée. Eh bien, comment peut-on l'intégrer dans l'histoire évolutive? Comment est-ce qu'une relation aussi spécialisée a pu se mettre en place? Alors c'est précisément l'objet de cette conférence. On va essayer de comprendre comment intégrer les relations plantes-pollinisateurs dans une histoire évolutive. Alors c'est quelque chose de d'autant plus compliqué qu'une relation plante-pollinisateur, c'est quelque chose qu'on peut observer. Si vous avez fait ce people à midi, vous en avez observé un certain nombre. Donc on est dans le registre des faits. Et l'histoire évolutive de la relation, c'est pas quelque chose que l'on observe, c'est quelque chose que l'on va reconstruire. Donc on est plus dans le domaine du modèle. Donc la relation entre plante-pollinisateur, entre une relation qu'on observe et l'histoire évolutive, n'est pas du tout quelque chose de trivial. Alors pour essayer de faire le lien entre la relation plante-pollinisateur et l'histoire évolutive, je vais avoir deux approches au cours de cet exposé. Tout d'abord, une approche historique. Une approche historique qui nous amènera au XIXe siècle essentiellement. Et puis une deuxième approche qui est plus contemporaine. Par contemporain, j'entends les 10-15 dernières années à peu près. Et on essaiera de voir au travers de quelques exemples comment certains scientifiques se sont emparés de la question et essaient d'expliquer des relations plantes-pollinisateurs dans un cadre évolutif. Alors l'histoire, tout d'abord, il faut remonter au XIXe siècle pour qu'on ait trace des premières tentatives d'intégration des relations plantes-pollinisateurs dans l'évolution. Et je vous le donne en mille, c'est auprès de Darwin et Wallace qu'on va aller regarder. Alors quelques repères historiques pour nous placer. Tout d'abord, en 1862, donc nous sommes au XIXe siècle, quelques années après l'écriture de l'origine des espèces,
Darwin reçoit d'un donateur une orchidée, l'étoile de Madagascar, qui le surprend énormément. Elle le surprend énormément par la longueur de l'éperon à nectar qu'il y a sur cette fleur. Alors la photo est un petit peu foncée, mais vous avez ici l'éperon à nectar qui vous est figuré, et qui mesure plus de 20 cm. Avec une célèbre phrase de Darwin dans une correspondance avec son ami Hooker, où il s'étonne véritablement de la longueur de cet éperon à nectar. La même année, quelques mois plus tard, pour vous dire si ça a cogité, eh bien Darwin va écrire à propos de cette relation de cette plante, et il va imaginer, prédire l'existence d'un papillon pollinisateur. Déjà, il suppose que c'est un sphinx, ce papillon pollinisateur, et il suppose qu'il existe un papillon pollinisateur avec une très longue trompe. Alors, devant cette prédiction, Darwin est un petit peu moqué par ses contemporains. Il y a un certain nombre d'objections créationnistes à propos de ça. Et Wallace, donc avec qui il correspond beaucoup, avec qui il échange beaucoup, va venir en quelque sorte à son appui, voire à son secours, et écrire à son tour, appuyer les propos de Darwin dans une publication. À l'intérieur de cette publication, on trouve une célèbre illustration, notamment, qui est une vue d'auteur, donc qui est censée illustrer la prédiction de Darwin, avec un papillon avec une très longue trompe, butinant une orchidée avec un très long éperon à nectar. Donc c'est une vue d'artiste qui n'est pas de la main de Wallace lui-même, mais qui avait le mérite d'appuyer un peu cette prédiction. Alors Darwin d'ailleurs s'amusera, dira que pour lui ce papillon ressemble plus à un termite, il le reprochera à Wallace, ingrat. Alors si on poursuit un petit peu l'histoire, il faut attendre 1903 pour qu'on découvre un papillon avec une trompe de la longueur de celle qui est prédite par Darwin. Donc cette découverte nous offre un candidat à la pollinisation. Mais à l'époque, ce n'est pas une validation de la théorie de Darwin, pour la bonne raison qu'on n'a pas observé ce papillon en train d'effectuer la pollinisation. Alors, on l'a nommé Xanthopan morgani, même prédicta. Alors on suppose que ce prédicta est en l'honneur de la prédiction donc de Darwin et Wallace. Toujours est-il qu'il faudra attendre beaucoup plus tard, donc près de 100 ans après la prédiction de Darwin, pour véritablement observer in situ, c'est-à-dire à Madagascar, les relations entre l'étoile de Madagascar et le sphinx. De 93 à 97, on a les premières photos in situ de cette interaction, et donc le film que je vous ai projeté, 2004, c'était le premier qui était effectué. Alors, tel que je vous le présente, prédiction de Darwin, ça fait un petit peu obscurantiste, ça fait un peu Nostradamus, le truc qui sort du chapeau. Il faut bien comprendre que la prédiction de Darwin est une véritable prédiction scientifique. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça s'intègre véritablement dans un cadre théorique. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Puisque Darwin a construit véritablement la théorie de la coévolution, même si elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'en est vraiment, on peut le considérer, le père. Alors, pour comprendre ça, allons voir un peu dans les écrits de Darwin. Alors, un écrit qui change un petit peu de l'origine des espèces dont on parle toujours, un ouvrage, alors je vous laisse lire le titre extrêmement long de cet ouvrage, mais un ouvrage qui traite de la biologie des orchidées. Donc on est quelques années après l'écriture de l'origine des espèces. Et à l'intérieur de cet ouvrage qui décrit beaucoup de relations entre les plantes et les pollinisateurs, entre les orchidées et les pollinisateurs, il y a la fameuse prédiction. Mais à Madagascar, il doit y avoir des papillons de nuit capables d'une extension à une longueur comprise entre 10 et 11 pouces. Donc près de 30 cm quasiment, voici sa prédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tard, à l'intérieur du texte, il y a le cadre théorique dans lequel il a fait cette prédiction. Donc je vous en lis un petit extrait, là que j'ai surligné en rouge. Donc les individus d'Angrecum, l'orchidée, qui avaient les plus longs nectaires, sous-entendu les plus longs éperons à nectar, et la longueur des nectaires varie beaucoup chez certaines orchidées, et qui, par conséquence, forcèrent les papillons à introduire leur trompe jusqu'à l'extrême fond, auraient été les mieux pollinisés. Ces plantes produiraient plus de graines, et les semis hériteraient généralement de longs nectaires. Et il en serait ainsi lors des générations successives de plantes et de papillons. Alors c'est un texte, alors déjà c'est moi qui l'ai traduit, je ne suis pas traducteur donc c'est sans doute un peu littéral. Il faut aussi se mettre dans le contexte du 19e siècle où les phrases étaient peut-être un petit peu plus alambiquées qu'aujourd'hui. Mais passé l'obstacle du langage, on retrouve dans ce petit extrait finalement tous les ingrédients du darwinisme. Première chose très intéressante, il est question donc de population d'Angrecum, d'un ensemble d'individus. On est bien à l'échelle de la population, première chose.
Deuxième chose, au travers de ce petit extrait, la longueur des nectaires varie beaucoup chez certaines orchidées. Il est déjà question de variation. Il existe des populations à l'intérieur desquelles la longueur de l'éperon à nectar est variable. Et puis derrière, on comprend que sous l'effet du papillon, certaines orchidées, celles qui ont l'éperon le plus long, sont favorisées par rapport à d'autres. Donc il est bel et bien question de sélection naturelle dans l'histoire, d'une sélection naturelle qui est exercée sur les populations d'orchidées par le papillon. Donc quelque chose, on ne peut plus darwinien finalement. Ce qui est un petit peu logique, je vous le concède. Ce qui est un peu plus original dans l'histoire, c'est que non seulement Darwin envisage une pression de sélection qui est exercée par les papillons sur l'orchidée, mais il envisage aussi la réciproque. Un petit peu plus haut, même si la formulation est un petit peu plus finaliste et un peu moins léchée que ce qu'on vient de voir dans l'extrait précédent, eh bien, il évoque la trompe donc, des papillons qui, pour obtenir du nectar, certes de manière un peu finaliste, et d'autres fleurs à long tube, va petit à petit s'allonger à l'intérieur des populations en moyenne. Donc il est question, dans ce petit extrait, de la réciproque, à savoir de la pression de sélection qu'exercent cette fois-ci les fleurs sur les populations de sphinx, en sélectionnant les sphinx qui ont la trompe la plus longue. Donc l'idée de pression de sélection qui sont réciproques. Et un petit peu plus bas dans le texte, ainsi il apparaît qu'il y aurait une course à l'allongement entre le nectaire d'Angrecum et la trompe de certains papillons de nuit. Donc vraiment, la réciprocité est évoquée, et l'idée d'un allongement progressif, réciproque, de la trompe et de l'éperon à nectar. Alors évidemment, devant cet écrit, il y a eu des objections qui étaient d'ordre créationniste à l'époque. On n'envisageait pas que l'action divine puisse être absente d'un tel prodige. Et donc, comme je vous le disais, Wallace a donc écrit un petit peu plus tard un texte pour appuyer, expliciter les propos de Darwin. Je vous le présente, ce texte, parce qu'il est peut-être encore plus explicite que celui de Darwin. Et tel qu'il est, à mon sens, il pourrait pratiquement être utilisé comme source brute avec des terminales. Ça ne me semblerait pas inconcevable et incompréhensible. Donc, à propos des papillons, ils seraient récompensés par leur grande pièce buccale en obtenant le plus de nectar. Tandis que de l'autre côté, les fleurs avec les plus profonds nectaires seraient les mieux fécondées par les plus gros papillons de nuit les préférant. En conséquence, les orchidées au long nectaire et les papillons de nuit avec les plus grandes pièces buccales conféreraient l'un à l'autre un grand avantage dans la bataille pour la survie. Alors oui, bataille pour la survie, on peut critiquer, mais l'auteur lui-même a mis des guillemets. Cela tendrait à leur perpétuation respective et à l'allongement constant des nectaires et des pièces buccales. Quelque chose d'assez moderne finalement, quelque chose qu'on pourrait pratiquement dire à quelques détails près dans un contexte contemporain. Alors si j'essaie de traduire un petit peu la pensée de Darwin et Wallace sous forme d'un petit schéma. C'est toujours un exercice difficile, la schématisation, et je vais vous en présenter les limites. Alors voici une première partie de schéma qui figure, ce schéma, la diversité à l'intérieur des populations d'orchidées, avec des orchidées qui ont des plus ou moins longs éperons à nectar. Par contre, sur ce schéma, la diversité des papillons n'est pas envisagée. Les deux papillons qui vous sont présentés là ont des trompes de longueur identique. C'est critiquable, mais c'est comme ça. En tout cas, on comprend, d'après ce schéma, que les orchidées qui ont le plus long éperon à nectar sont favorisées. Pourquoi ? Parce que les orchidées avec le plus long éperon à nectar forcent l'insecte à enfoncer sa trompe. Cet enfoncement provoque un contact important entre l'insecte que vous avez ici et les parties mâles de la fleur, donc fort contact, et donc ces fleurs qui ont un plus long éperon à nectar ont une meilleure valeur sélective. Ça veut dire qu'elles vont mieux se reproduire, concrètement. Une autre façon de dire les choses, ce serait de dire que le papillon exerce une pression de sélection sur les populations d'orchidées en sélectionnant celles qui ont le plus long éperon à nectar. Si je prends une autre partie de schéma, cette fois-ci j'envisage l'inverse, c'est-à-dire j'envisage la diversité qui existe au sein des populations d'insectes pollinisateurs, avec des papillons qui ont des trompes plus ou moins longues. Par contre, sur ce schéma, toujours c'est critiquable, mais on n'a pas envisagé la diversité des orchidées. Les orchidées qui vous sont présentées sont à éperons de taille égale. Dans ce contexte, on peut comprendre que les insectes qui ont les plus longues pièces buccales sont favorisés, dans la mesure où ils accèdent à plus de nourriture à l'intérieur de l'éperon à nectar.
Plus de nourriture, dit vie plus longue, dit reproduction plus importante. Donc a priori, les papillons avec les plus longues pièces buccales ont une meilleure valeur sélective. Une autre façon de dire les choses, ce serait que les populations d'orchidées exercent une pression de sélection sur les populations de sphinx. Alors bien sûr, ce qui est critiquable dans ce schéma, c'est que je vous présente dans un cas un schéma avec la variabilité des éperons qui est prise en compte, et de l'autre côté un schéma avec la variabilité des trompes qui est prise en compte. Il est entendu que cette variabilité sur le terrain, elle est absolument simultanée. Et ça, c'est difficile à envisager. D'ailleurs, dans leurs écrits, Darwin et Wallace ont envisagé les choses séparément. Mais il faut imaginer la réciprocité, c'est-à-dire que ces deux schémas, finalement, ne font qu'un et agissent en même temps, et qu'il y a une sélection réciproque entre les populations de la plante et du papillon, qui vont provoquer une augmentation moyenne, simultanée et graduelle de la longueur des pièces buccales et de l'éperon à nectar. Donc une illustration de la théorie qu'on appellera par la suite coévolution, façon Darwin. Alors, ce schéma aussi ne présente pas l'idée de temps. C'est aussi quelque chose qui est éminemment critiquable. Vous savez tous qu'en évolution, l'idée d'un temps long, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer, et cette idée de temps long ne transparaît pas directement ici. Donc ça aussi, c'est une critique qu'on pourrait faire à ce schéma. Alors, la portée de cette théorie versus Darwin puis Wallace. Tout d'abord, le nom de coévolution est apparu en lui-même beaucoup plus tard. Il faut attendre 1964 pour avoir l'invention du terme de coévolution qui n'a jamais été prononcé ni par Darwin ni par Wallace. Et d'autre part, pour donner quelques repères marquants, en 1972, Van Valen a inauguré la théorie de la reine rouge, une théorie qui a largement contribué à populariser au travers d'une célèbre métaphore la théorie de la coévolution. Maintenant, il faut bien comprendre que la théorie de la coévolution a largement dépassé le cadre des relations plantes-pollinisateurs. On en parlera pour des relations entre un parasite et son hôte, on en parlera pour des relations entre un prédateur et une proie, on en parlera pour des relations entre compétiteurs. C'est quelque chose qui a été largement diffusé et qui a été largement renforcé par de très nombreux exemples d'interactions, tout type d'interactions confondues. En même temps que ce concept de coévolution était diffusé, eh bien, il y a eu des critiques. Alors, non pas sur la théorie de coévolution elle-même, mais sur le modèle Angrecum Xanthopan, entre l'étoile de Madagascar et le papillon sphinx. Alors, il a été remis en question, ce couple, comme modèle de coévolution. En particulier, en 1997, par un certain Wassertal, qui a ouvert, disons, d'autres perspectives. Alors la photo est trop sombre, mais ici vous avez un papillon sphinx qui butine ici une fleur, et vous avez ici une araignée, patte tendue, là, qui vous est figurée. En fait, Wassertal a constaté la chose suivante, c'est que le sphinx n'avait pas comme source de nourriture principale l'orchidée, la fameuse étoile de Madagascar. Ils se sont aperçus que finalement, ces papillons butinaient sur tout un spectre de plantes, y compris des plantes qui n'ont pas de long éperon à nectar. Ces sphinx-là sont capables de butiner des fleurs à tubes courts, comme c'est ce que vous avez présenté ici. Facteur aggravant, l'étoile de Madagascar est extrêmement rare dans le milieu. Donc c'est une source de nourriture extrêmement annexe pour le papillon. Dans ce contexte, comment envisager que l'étoile de Madagascar, enfin les populations d'étoiles de Madagascar, exercent une quelconque pression sur les populations de papillons sphinx. Donc ça, c'était un premier pavé dans la mare. Et puis, il a tenté d'interpréter autrement la longueur démesurée, disons, de la trompe de ces sphinx. C'est pas anodin si j'ai mis cette araignée pas tendue, là, parce qu'il a envisagé que la longueur importante de la trompe des sphinx puisse être le résultat, certes, d'une pression de sélection, mais pas du tout exercée par l'étoile de Madagascar, peut être exercée par des prédateurs. Par des prédateurs comme certaines araignées, pourquoi pas, il y a des araignées qui existent. Alors, il faut être honnête, cette théorie d'une pression de sélection exercée par les prédateurs a été très peu étayée et à ce jour n'est clairement pas une hypothèse qui est extrêmement fiable. Mais ça a alimenté en tout cas toute une série de polémiques, des polémiques autour donc de la dépendance de ces sphinx vis-à-vis de l'étoile de Madagascar. Alors, le message a été un petit peu brouillé par cette histoire de prédateurs, et il faut attendre
Là, c'était l'extrait de Wassertal. Il faut attendre un petit peu plus tard, donc 1999, pour qu'un auteur, Jeremy, fasse la synthèse. Alors je vous laisse apprécier le titre de cet article, que je traduirai par Fleurs profondes pour grande langue. Donc tout un programme en tout cas. Et cet article a eu l'avantage de remettre en avant finalement le message premier de Wassertal, qui était de dire qu'il n'y a pas de dépendance mutuelle entre ces deux partenaires que sont l'étoile de Madagascar et le Sphinx. L'étoile de Madagascar, oui, dépend du Sphinx, mais le Sphinx ne dépend pas de l'étoile de Madagascar. Alors, pour compliquer le tout, c'est quelque chose qui est encore discuté, cette histoire. Il n'y a pas de point final à cette histoire-là. Cette dépendance, elle est encore discutée. Mais je vais vous dire, peu importe. Que ce modèle-là soit un bon modèle de coévolution ou pas, la théorie de la coévolution, elle vit par elle-même, parce qu'elle a été confortée par de très nombreux exemples autres que cet exemple-là. Et ça a eu au moins un mérite, cette controverse scientifique. C'est de mettre en avant une condition nécessaire à l'application de la théorie de la coévolution. Pour envisager qu'il puisse y avoir une théorie de la coévolution, l'interaction entre deux populations ne suffit pas. Juste une interaction entre deux populations, même une interaction très spécialisée, comme celle de l'étoile de Madagascar avec le Sphinx, ne suffit pas pour rendre compte d'une coévolution. Il faut envisager une dépendance mutuelle entre deux populations pour qu'on puisse envisager une coévolution, pour qu'on puisse envisager des pressions de sélection réciproques. Donc cette condition, je vous demande de la garder dans un petit coin de votre tête. Alors, cette partie historique étant présentée, on va aller voir cette fois-ci dans des approches scientifiques, un peu plus contemporaines, comment ce thème peut être traité au travers de quelques exemples. Alors, en particulier, on va se poser la question de savoir, dans un contexte, disons, de recherche, comment tester l'hypothèse de coévolution entre une plante et un pollinisateur. Ces histoires de dépendance, gna gna gna, comment est-ce que ça se teste finalement scientifiquement? Alors, on va faire un petit voyage dans l'hémisphère sud, on va aller jusqu'en Afrique du Sud, où il y a eu beaucoup d'études sur les questions de relations plantes-pollinisateurs, avec un exemple qui a été traité par Anderson et Johnson en 2007, une étude extrêmement complète qui a le mérite de bien poser les jalons de ce qu'est la validation d'une hypothèse de coévolution, de ce que ça peut être. Voici deux protagonistes que je vous présente, une mouche avec une trompe extrêmement longue, qui s'appelle Proseca gangelboeri, nom imprononçable, donc une mouche en tout cas à longue trompe, et puis de l'autre côté une fleur, une Scrofulariacée, avec un long tube qui produit réellement du nectar, qui s'appelle Zalusianska microsiphon. On l'appellera la fleur à long tube, vous êtes d'accord ? Donc, ils ont essayé d'envisager si la théorie de la coévolution pouvait être appliquée à ce cas précis. Alors, on pourrait se dire, finalement, oui, il y a une belle complémentarité entre les deux. Bon, je dis que c'est une coévolution, ok, mais à la limite, cette rencontre pourrait être le fruit du hasard aussi. Donc, ils sont allés contre les lieux communs, ces auteurs, et ils ont testé véritablement l'hypothèse de coévolution. En quoi faisant ? Alors voici un premier graphique. On va s'y attarder un petit moment parce qu'il est important ce graphique. Vous avez différents points sur ce graphique. Chaque point que vous avez sur ce graphique, ça correspond à un site, une station, une localité. Sur chacune de ces localités, les auteurs ont mesuré deux paramètres. La longueur moyenne du tube des fleurs et la longueur moyenne de la trompe des mouches. Donc derrière chaque point, au niveau de chaque station, vous avez une évaluation de la longueur moyenne des trompes de la mouche et la longueur moyenne du tube des fleurs. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que manifestement, et c'est pas moi qui le dis, ça a été testé statistiquement comme vous le voyez ici, tous ces points semblent s'aligner peu ou prou sur une droite. Donc on met en évidence une belle corrélation entre la longueur des tubes des fleurs et la longueur des trompes des mouches. Alors, belle corrélation avec donc des sites avec des mouches à longue trompe plutôt avec des fleurs à long tube et inversement.
Et on peut se dire, une belle corrélation comme ça, oui, bon, ça peut être qu'une coévolution. Seulement, vous connaissez le vieil adage en biologie. Une corrélation n'est pas forcément un lien de cause à effet. Donc vous avez ici effectivement une belle corrélation linéaire, mais les auteurs se sont dit, prenons une station par exemple, une station ici, ce point, avec des mouches à petites trompes et puis des fleurs qui ont plutôt un petit tube. Ne pourrait-on pas imaginer que sous l'effet de paramètres climatiques par exemple, imaginons, je vous dis n'importe quoi, plaçons-nous à des hautes altitudes. Imaginons un climat froid qui exerçait une pression de sélection sur les fleurs, d'une part, en sélectionnant, je ne sais pas, des fleurs à petits tubes, et puis qui exerçait indépendamment une pression sur des mouches, sélectionnant des mouches à petites trompes. À ce moment-là, eh bien, on n'aurait pas une relation des deux paramètres entre eux. Eh bien, ils ont testé ça, pour vous dire s'ils ont été jusque-boutistes. Non seulement on voit là sur ce graphique, ils ont testé la corrélation entre les deux caractères, mais en plus, ils ont testé que chacun des caractères pris séparément n'était pas corrélé à des facteurs climatiques ou autres. Ils ont testé l'altitude, la longitude, la latitude, pour vérifier qu'il n'y avait pas de corrélation séparée entre la trompe d'une part, le tube d'une part, avec certains facteurs du milieu. Donc c'est à ce prix-là, parce que les caractères sont corrélés entre eux, et parce qu'il n'y a pas de corrélation de ces caractères avec d'autres facteurs d'ordre climatique, par exemple, qu'on peut envisager qu'il y ait un lien causal entre les deux paramètres. Un lien causal entre l'évolution des deux caractères. Un lien causal entre l'évolution de la longueur des tubes des fleurs et la longueur de la trompe des insectes. Vous allez me dire, alors ça y est, on y est arrivé. Très bien, on a un lien causal. Oui, mais quel lien causal? Est-ce que ça nous dit si ce lien causal est une relation qui implique des pressions de sélection d'ordre réciproque ou pas? Ben non. Donc la démarche n'est pas terminée. On a bien un lien de causalité, mais de quelle causalité parle-t-on? Les auteurs sont allés au-delà de ça. Notamment, ils ont fait des expériences complémentaires. On peut faire de l'expérimentation. Donc ils ont fait des expériences de transfert qui vous sont présentées ici. Ils ont regardé pour des plantes à long tube qui étaient sur des sites de mouches à longue trompe, donc quel était le nombre moyen de graines qui étaient produits par fleur. Vous obtenez une certaine valeur ici, 29,5, qui vous est présentée en moyenne. Ça nous sert en quelque sorte de témoin. On est sur un site où on a... Oula, 2 minutes? C'est l'arnaque. Alors, donc ici, ça nous sert en quelque sorte de référence. Maintenant, on a fait une autre expérience. On a transféré cette fois-ci des plantes à tubes courts sur des sites qui avaient des mouches en majorité à longue trompe. Et qu'est-ce qu'on constate en faisant ça? C'est contre-intuitif, parce qu'on se serait imaginé, je mets des plantes à tubes courts, des pollinisateurs à longue trompe, ça va bien les polliniser. Ben non, ils se sont aperçus que le pollinisateur se positionnait mal dans ces cas-là. Et ça impacte le succès reproducteur de l'espèce. Du coup, on a un nombre moyen de graines par fleur qui est bien moindre. Que nous démontrent ces expériences-là? C'est que le succès reproducteur de la plante dépend de la mouche. Le succès reproducteur de la plante est susceptible d'être impacté par la mouche. Une autre façon de dire les choses, la mouche exerce une pression de sélection sur le pollinisateur. Et l'inverse est vrai. Alors, il n'a pas été démontré expérimentalement, mais ils ont constaté que le succès reproducteur de la mouche était très probablement impacté par les plantes. Pour la bonne raison qu'au moment où les mouches émergent, ces fleurs en question sont quasiment la seule source de nourriture à disposition. Donc dans ce cas-là, on doit bien imaginer que le succès reproducteur de la mouche dépend aussi de la plante. C'est au prix de ces expériences et de ces arguments qu'on doit imaginer que les pressions de sélection sont réciproques. Et c'est à ce prix qu'on doit imaginer qu'il y a véritablement une coévolution. Donc démarche complète, démarche extrêmement complète. S'il y a coévolution dans certains cas, ça veut dire que dans d'autres cas, eh bien, il peut ne pas y avoir coévolution. Donc très vite, puisque le temps qui m'incombe n'est plus ce qu'il était, eh bien, une autre relation. La même mouche, ici, la même espèce. Mais par contre, on a envisagé sa relation avec une espèce d'orchidée. Cette fois-ci, ce n'est plus une Scrofulariacée. Quand on voit ça, oulala, la belle complémentarité entre les deux. Et effectivement, ils ont fait les mêmes tests.
Ils ont testé la longueur moyenne de l'éperon à nectar des orchidées qu'ils ont pu corréler avec la longueur moyenne de la trompe des populations de mouches. Donc, une belle corrélation. Ils ont vérifié que ce n'était pas corrélé à d'autres paramètres, donc un lien causal. Oui, mais quelle causalité? C'est là la question. Cette orchidée, ici, il s'avère que c'est une orchidée tricheuse qui n'offre aucune récompense à l'intérieur de son éperon à nectar. Aucune goutte de nectar là-dedans. Facteur aggravant, c'est une espèce qui est rare dans les communautés. Très très rare dans les communautés de plantes. Donc dans ce contexte, on a du mal à imaginer comment cette orchidée pourrait impacter le succès reproducteur de la mouche. Par contre, dans l'autre sens, cette orchidée est bien dépendante de la mouche pour sa pollinisation. Ce qu'on met en évidence ici, c'est qu'on peut avoir une relation, mais qui n'est pas réciproque. La mouche, ici, ne dépend pas de cette orchidée pour sa nourriture. On l'a vu, elle dépend de l'autre espèce. Par contre, cette orchidée, elle dépend de la mouche. Donc une relation qui est, cette fois-ci, unilatérale. Une pression de sélection unilatérale. Et donc, dans ce cas-là, pas une coévolution. Donc on peut avoir une belle corrélation, même causale, et on peut ne pas avoir de coévolution au sens strict. Alors, il y a d'autres exemples que j'aurais aimé vous montrer. J'essaie de jouer la montre. Mais dans certains cas, eh bien, toute une communauté de pollinisateurs, toute une communauté entière, peut être une pression de sélection sur une autre espèce. Et ça, c'est probablement un cas plus général. On envisage tout le temps des relations, enfin tout le temps non, mais souvent, une relation entre une plante et un pollinisateur. Peut-être faudrait-il envisager des relations plus larges qui impliquent toute une communauté de pollinisateurs. C'est aussi une possibilité qu'on peut ouvrir. Et puis enfin, cet exemple, je vous le passe. Tant pis, il était magnifique, mais bon, puisque c'est comme ça. Si vous m'en parlez, peut-être que je vous en parlerai. Allez savoir. Cet exemple-là, il ouvrait en tout cas sur d'autres pressions de sélection possibles qui pouvaient intervenir dans un couple plante-pollinisateur, mais qui n'étaient pas liées au couple lui-même. Tant pis, j'en parle quand même. Donc vous avez ici une plante avec des fleurs qui sont au ras du sol. Et vous ne le voyez peut-être pas, je ne sais pas d'où vous êtes, mais il y a une grande tige sans fleurs ici, un grand perchoir, sur lequel un oiseau peut se percher, ce qui favorise la pollinisation des plantes qui sont au ras du sol. Et effectivement, si on coupe la perche, le succès reproducteur de la plante est considérablement amoindri. Donc l'oiseau exerce bien une pression de sélection a priori sur la plante. Mais les auteurs se sont dit, et s'il y avait autre chose? Et ils ont pu tester, par une approche originale que je ne vous présenterai pas, que la disposition de ces fleurs au ras du sol était le fruit d'une pression de sélection, non pas par un pollinisateur, mais par les herbivores. Des herbivores qui, lorsqu'ils broutent là, eh bien, sont susceptibles de manger des fleurs, bien sûr, et les fleurs au ras du sol eh bien, échappent à ce broutage, ce qui confère un meilleur succès reproducteur à la plante. Pourquoi je vous montre cet exemple? Pour montrer que dans l'histoire des relations entre une plante et un pollinisateur, il peut y avoir d'autres pressions à envisager qui sont extérieures au couple lui-même, notamment des pressions d'herbivorie, pourquoi pas. Donc en conclusion, les coévolutions, ça se teste. C'est quelque chose qui se teste. J'espère vous avoir montré ça. Ça implique notamment une dépendance mutuelle entre deux partenaires. Première chose. Deuxième chose, tout n'est pas coévolution non plus. Il y a d'autres histoires évolutives possibles. Des histoires unilatérales, des histoires qui impliquent des communautés entières, des histoires qui impliquent des pressions de sélection extérieures au couple. Ce qui m'amène sur le dernier point, un petit regard critique sur les programmes de terminale S, et notamment sur la partie vie fixée chez les plantes. Dans cette partie du programme, il est question de la pollinisation, en disant que la pollinisation de nombreuses plantes repose sur une collaboration animale-pollinisateur. Tout à fait d'accord. Mais qui est le produit d'une coévolution. Oui, ça peut être le cas. Mais ça peut aussi être autre chose. Alors vous allez me dire, on peut prendre le terme de coévolution à un sens très large. Pourquoi pas? Pas de problème. Mais en tout cas, il faut s'entendre sur ce que veut dire ce terme. La coévolution entre deux espèces, au sens Darwin en tout cas, c'est pas quelque chose de si courant. C'est quelque chose qui a été peu étayé avec un nombre limité d'exemples. C'est peut-être pas la généralité. La généralité, c'est peut-être un réseau d'interaction entre des plantes et des pollinisateurs, et à l'intérieur de ce réseau, des liens évolutifs complexes, de la coévolution stricte, des liens unilatéraux, des pressions de sélection extérieure, etc. Donc c'est peut-être une vision plus réaliste de la coévolution. Il est question aussi de la coévolution entre animal et disséminateur, dont je ne vous ai pas du tout parlé.
C'est une relation qui est sans doute encore plus diffuse. Il y a très peu de cas renseignés de coévolution stricte entre une plante et un disséminateur. Alors, dernière chose, dans ce programme, la coévolution, on attend dans les objectifs et mots-clés, on dit la coévolution est constatée comme un résultat. Là, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. La coévolution n'est pas un résultat. Ce qui est un résultat, c'est l'interaction entre plantes et pollinisateurs qu'on l'observe. La coévolution, c'est quelque chose que l'on reconstruit. On est dans le domaine du modèle. D'autant que plus tard, on vous demande études de coévolution, alors que les mécanismes ne sont pas demandés. Là, il ne faut pas trop m'en demander. Je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque la coévolution est quelque chose qui se reconstruit. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est super de parler de ce thème-là. Mais c'est super de parler de ce thème-là, encore faut-il se donner les moyens de le travailler, ce thème-là. Les documents existent, vous allez me dire, il faut du temps, c'est un choix. Donc un choix dont on peut discuter. Voilà, je vous remercie.